La femme du collègue de mon mari me regarda avec ce sourire. Vous savez, celui qui annonce une trahison. Alors Maya, lança Patricia d'une voix traînante en faisant tournoyer son champagne au gala de printemps du Riverside Country Club. Blake nous dit que vous travaillez avec des chiots. Un silence se fit à table. 8 visages se tournèrent vers moi. Le visage de mon mari, Blake, devint écarlate, mais il ne dit rien. Il prit simplement une longue gorgée de son scotch. Je suis vétérinaire, dis-je d'un ton égal. Je dirige une clinique. C'est adorable. Patricia me coupa la parole. Elle toucha son collier de perles, celui qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. C'est vraiment touchant que vous vous consacriez à votre petit projet passion. Très généreux de votre part. Son mari, Richard, associé principal du cabinet d'avocats de Blake, gloussa. Martha, vous n'avez pas fait un don à ce refuge pour animaux récemment. C'est la même chose. Vraiment? Pas tout à fait la même chose, répondit Martha d'une voix faussement compatissante. Je fais des chèques. Maya doit vraiment, tu sais, nettoyer après eux. Elle fronça le nez. Je ne pourrais jamais. Je sentis mon visage s'empourprer. Pas de gêne, mais pour autre chose. Quelque chose que je ressentais depuis des mois, en voyant Blake se transformer. De l'homme qui venait me voir pendant mes gardes de nuit à la clinique vétérinaire d'urgence, apportant du café et restant assis tranquillement pendant que je travaillais, il était devenu cet étranger qui riait avec ceux qui se moquaient de mon travail. C'est un travail honnête, dis-je doucement. Oh, absolument. Patricia posa sa main sur mon bras, comme un piège. Et on a besoin de gens prêts à faire les petits boulots, non? Tout le monde ne peut pas être avocat, médecin ou entrepreneur. La société a besoin de ces travailleurs sociaux. Blake prit enfin la parole. La clinique de Maya marche plutôt bien. Sa voix était tendue, sur la défensive, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Elle est toujours occupée. Toujours occupée. Comme si j'étais une femme au foyer qui avait besoin d'un passe-temps pour occuper ses journées. Je regardais mon mari de l'autre côté de la table. 7 ans. Nous étions mariés depuis 7 ans. Je me suis souvenu de notre mariage, de nos dernières danses, tandis qu'il murmurait l'avoir trouvé la femme de sa vie, quelqu'un qui comprenait que la vie ne se résumait pas à l'argent ou au statut social, mais à faire la différence, même modestement. Quand cela avait-il changé? Martha se pencha en avant, l'air complice. Eh bien, je crois que oui, ma chérie. Mais peut-être qu'un jour tu auras une vraie carrière. Tu as quel âge? 34 ans? Tu as encore le temps de faire médecine. Médecine humaine, chuchota-t-elle d'une voix grave. Plus prestigieux et plus lucratif, ajouta Richard en faisant signe au serveur pour une autre tournée. Combien gagne un vétérinaire de nos jours? 60 000, 70 000, Richard, répondit Blake. Mais c'était une protestation timide. Un geste symbolique. Je dis juste que si elle reprenait ses études, obtenait un doctorat en médecine, elle pourrait réellement contribuer aux finances du ménage. Se débrouiller. Richard desserra sa cravate. Il en était à son 4e verre. Blake, ici, porte tout le fardeau. Être associé, ça coûte cher, tu sais. On ne peut pas avoir une femme qui est un boulet. Un boulet. Les mots planaient dans l'air comme de la fumée. J'attendais que Blake dise quelque chose. Qu'il se lève, qu'il dise à Richard qu'il dépassait les bornes, que mon travail comptait, que je n'étais pas un boulet. Blake fit tournoyer son scotch, le fixant comme s'il détenait les réponses. Le silence fut ma réponse. Je m'excusai pour aller aux toilettes, les mains tremblantes, en poussant les lourdes portes en acajou. Dans la salle de bain aux murs de marbre, je me regardais dans le miroir. Ma robe était simple, élégant, pensais-je en l'achetant. Mais là, à côté du Chanel de Patricia et du Dior de Martha, il paraissait exactement ce qu'il était, abordable, raisonnable, pratique. J'ai toujours privilégié le pratique. À 18 ans, mon père, professeur de commerce, est décédé subitement d'une crise cardiaque, laissant derrière lui une entreprise de fourniture vétérinaire en difficulté qu'il avait lancée en parallèle de son activité principale. J'aurais pu tout abandonner, aller à l'université, suivre le cursus de médecine que ma mère avait souhaité. Au lieu de cela, j'ai repris ce petit entrepôt avec 3 employés, et j'en ai fait quelque chose de bien. Je travaillais 16 heures par jour. J'ai appris la gestion des stocks, la vente, le service client.
J'ai tissé des liens avec des cliniques vétérinaires à travers le Texas, puis dans le Sud-Ouest, puis dans tout le pays. À 25 ans, j'avais vendu Rodriguez Veterinary Supply à un grand distributeur pour 20 millions de dollars. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes amis de la fac, ni à mon petit ami de l'époque. Et quand j'ai rencontré Blake lors d'un barbecue chez un ami commun, attiré par ses récits de son travail bénévole auprès des victimes de violences conjugales. Les survivants, sa passion pour la justice, son mépris pour les riches de son cabinet qui se souciaient plus des heures facturables que d'aider les gens. Je ne lui ai absolument rien dit. Je voulais être aimé pour ce que j'étais, pas pour mon compte en banque. Alors, j'ai pris ces 20 millions, je les ai investis discrètement par l'intermédiaire d'un conseiller financier et j'ai ouvert ma première clinique vétérinaire à East Austin, un petit local dans une zone commerciale, pour les familles qui n'avaient pas les moyens de se payer les cliniques vétérinaires UP de Westlake Hills. J'ai pratiqué des prix justes. J'ai proposé des facilités de paiement. Je n'ai jamais refusé de soigner un animal dans le besoin. Blake avait adoré ça chez moi quand on s'est rencontrés. Tu es si authentique, m'avait-il dit. Dans mon entourage, tout le monde est faux. Toi, tu te soucies vraiment de faire la différence. J'ai ouvert une deuxième clinique quand on s'est fiancés. Une troisième après le mariage. Blake savait que je réussissais bien, que les cliniques étaient prospères, mais il n'a jamais posé de questions. Il ne voulait jamais parler de mon travail au-delà de banalités, et je le laissais faire. J'avais gardé cette partie de ma vie séparée. Investir les bénéfices, développer progressivement. Avec soin, j'ouvrais de nouveaux établissements, j'embauchais du personnel compétent, je créais une entreprise au service des communautés qui en avaient besoin. Aujourd'hui, je possédais 12 cliniques réparties dans 4 États. Ma société de gestion vétérinaire, MR Holdings, employait plus d'une centaine de personnes. L'an dernier, le chiffre d'affaires s'élevait à 8 millions de dollars. Mon portefeuille d'investissement, issu de la vente initiale et géré avec rigueur, avait atteint près de 35 millions de dollars. Je n'avais pas besoin du salaire de Blake. Je n'en avais jamais eu besoin. Mais je ne le lui avais jamais dit, car une partie de moi souhaitait encore qu'il me voie, qu'il m'apprécie. Non pas pour l'argent, mais pour qui j'étais, ce que je faisais, l'impact que je rencontrais. De toute évidence, j'avais été naïve. Les mains tremblantes, je sortis mon téléphone et trouvai le numéro de ma conseillère financière. Laura gérait mes comptes depuis près de 10 ans. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. « Maya, tout va bien ? La vente aux enchères caritatives de ce soir. Celle organisée par le cabinet de Blake. Qui est le donateur anonyme ? Celui qui a donné 100 000 dollars. Un silence. C'est toi, Maya. Tu as donné ton autorisation le mois dernier. Le don est destiné à l'aide juridique du comté. La société. On en a parlé. Je sais. J'avais juste oublié. Je n'avais pas oublié. Je n'avais juste jamais fait le lien. Blake était impatient de participer à ce gala depuis des semaines. Son entreprise l'organisait et le don anonyme important en était l'événement phare. Il spéculait sur l'identité du donateur. Un milliardaire de la tech avait deviné Blake. Peut-être une célébrité du sport, jamais sa femme. Maya, tu es sûre que ça va ? Ça va. Laura, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai passé 5 minutes à lui donner des instructions. En retournant à table, je me sentais différente. Plus légère, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 7 ans et que je me souvenais enfin comment expirer. La vente aux enchères caritatives commençait. Un présentateur de journal télévisé local était au pupitre, remerciant tout le monde d'être venu. Blake était dans son élément, en train de flatter ses associés, riant trop fort à leurs blagues. Il m'a à peine jeté un coup d'œil quand je me suis assise. Richard était honoré pour son dévouement inlassable au travail pro bono. L'ironie ne m'a pas échappé. Cet homme gagnait 8 cents dollars par heure. Et faisait peut-être 20 heures de bénévolat par an. L'association d'aide juridique qui recevait les dons anonymes voyait plus de clients en une journée que Richard n'en avait aidé durant toute sa carrière. Et maintenant, annonça le présentateur, la voix chargée d'enthousiasme, nous arrivons au cœur de la levée de fonds de ce soir. Depuis 3 ans, ce cabinet bénéficie de l'extraordinaire générosité d'un donateur anonyme. Cette année, ce don a atteint un nouveau sommet, 100 000 dollars. Des murmures d'étonnement parcourent la salle. Blake se redressa,
essayant d'avoir l'air humble, comme s'il y était pour quelque chose. On nous a demandé de préserver l'anonymat du donateur, poursuivit le présentateur. Mais ce soir, nous avons l'autorisation de révéler son identité. Blake pâlit. Il regarda Richard, perplexe. Richard haussa les épaules. Le donateur qui a versé plus de 250 000 $ à l'association d'aide juridique du comté ces 3 dernières années, garantissant ainsi l'accès à la justice aux victimes de violences conjugales, aux immigrés et aux familles à faible revenu. L'écran derrière le podium s'illumina. Une photo professionnelle de mon association vétérinaire. Membre, et en dessous, le docteur Maya Rodriguez, vétérinaire, fondatrice et PDG de Monsieur Holdings LLC. Le silence était assourdissant. J'ai vu le visage de Blake passer par la confusion, l'incrédulité, et une expression qui ressemblait à celle d'un coup de poing dans l'estomac. « Docteur Rodriguez », annonça le présentateur en balayant la salle du regard. « Êtes-vous parmi nous ce soir ?» Je me levai lentement. Tous les regards se tournèrent vers moi. Patricia était bouche bée. Martha avait pâli. Richard semblait incapable de faire un calcul mental. « Oui », répondis-je d'une voix claire. Les applaudissements, d'abord timides, s'amplifièrent. Le présentateur me fit signe de le rejoindre sur scène. Je passai devant ma table, ignorant le visage figé de Blake et le choc de Patricia. Sur scène, le présentateur me serra chaleureusement la main. « Docteur Rodriguez, vous avez fait preuve d'une générosité incroyable. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a inspiré une telle philanthropie ?» Je pris le micro, contemplai la foule et repéra le regard de Blake. « Mon père est décédé quand j'avais 18 ans, dis-je. Il m'a laissé une petite entreprise en difficulté. J'aurais pu la laisser péricliter avec lui. Au lieu de cela, je l'ai développée et vendue. Cet argent m'a ouvert des portes. Il m'a permis d'ouvrir des cliniques vétérinaires dans des communautés défavorisées. Il m'a permis de maintenir des prix abordables afin que les familles n'aient pas à choisir entre nourrir leurs enfants et sauver leur vie. Les animaux. J'ai marqué une pause, ce qui m'a permis de soutenir des causes qui me tiennent à cœur. L'aide juridique, le sauvetage d'animaux, les services aux victimes de violences conjugales. Car l'argent ne sert à rien si on ne l'utilise pas pour aider ceux qui en ont besoin. Les applaudissements redoublèrent. J'ai vu des larmes sur certains visages. Laura avait réussi. Le dossier qu'elle avait envoyé aux organisateurs du gala contenait tout, l'histoire de mon entreprise, l'emplacement de mes cliniques, mes dons caritatifs, tout ce que j'avais gardé secret si longtemps. Certaines personnes, ai-je poursuivi d'une voix assurée, mesurent la réussite au titre et au prestige, à la taille de leur maison ou à la qualité de leur voiture. Mais j'ai appris que la véritable réussite se mesure à l'impact que l'on a sur la vie des autres. La dame âgée qui peut désormais payer les médicaments contre le diabète de son chien grâce aux facilités de paiement proposées par ma clinique. La famille d'immigrants dont j'ai soigné le chat gratuitement parce que leur fille pleurait dans ma salle d'attente. La victime de violences conjugales qui a obtenu une aide juridique grâce à des dons comme les miens. J'ai regardé Patricia, Martha et Richard droit dans les yeux. Voilà à quoi ressemble la réussite pour moi. Pas aux perles ni aux abonnements à des clubs privés. L'impact. La différence. Se soucier des autres. Que toi-même. L'ovation debout a commencé au fond de la salle et s'est propagée jusqu'à l'avant. Même les serveurs applaudissaient. J'ai rendu le micro et quitté la scène. Non pas vers ma table, mais vers la sortie. Blake m'a rattrapé dans le couloir de marbre. Maya, attends. Je me suis arrêtée. Me suis retournée et j'ai regardé l'homme que j'avais épousé 7 ans plus tôt et que je reconnaissais à peine. « Tu ne me l'as jamais dit », a-t-il dit. Sa voix était accusatrice, comme si je l'avais trahi. « Tu ne m'as jamais posé la question », ai-je répondu calmement. « En 7 ans, Blake, combien de fois t'es-tu renseigné sur mon travail ? Poser une vraie question. Pas juste un petit message pendant le dîner, mais une vraie curiosité sur ce que je fais, sur ce que j'ai construit. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Tu savais que j'avais plusieurs cliniques, » ai-je poursuivi. « Tu savais que je m'en sortais bien. Tu ne t'es juste jamais donné la peine de me demander à quel point, parce que ça n'avait aucune importance pour toi. Ce qui comptait, c'était que je rentre dans le moule. L'épouse dévouée qui ne te volerait pas la vedette, qui ne mettrait pas tes collègues mal à l'aise. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? J'ai senti des années de silence se briser. Tu étais assis là ce soir,
pendant que tes collègues se moquaient de mon travail, le qualifiant de passe-temps de chiot, de projet passionnel, de boulet, et tu n'as rien dit, Blake. Tu m'as défendu d'une phrase molle, puis tu es retourné à ton scotch. Ils étaient ivres. Ils ne pensaient pas. Ils pensaient chaque mot. Et tu les as laissés faire parce qu'une partie de toi est d'accord. Une partie de toi a honte que ta femme ne soit pas chirurgienne, cadre supérieur ou mondaine. Que je sois juste un vétérinaire qui soigne des animaux malades dans des cliniques de centre commercial. Maya, je t'aime. Tu aimes l'image que tu te faisais de moi. Le vétérinaire humble et modeste qui te faisait te sentir noble d'être avec quelqu'un d'aussi authentique et terrax en grave-terre. Mais tu ne m'aimes pas parce que tu ne me connais pas. Je veux te connaître. Sa voix s'est brisée. Laisse-moi te connaître. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai essayé de retrouver l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui avait pleuré en regardant des vidéos des chiens de refuge adoptés. Qui avait parlé de justice, d'équité et d'entraide. Il était toujours là, enfoui sous 7 ans de culture d'entreprise, d'heures facturables et de courses à l'association. J'en avais assez de creuser. J'ai demandé le divorce cet après-midi, dis-je doucement. Son visage se décomposa. Quoi? J'ai appelé mon avocat pendant ma pause déjeuner. Les papiers sont en cours de rédaction. Tu seras notifié demain. Maya, s'il te plaît, parlons-en. On peut trouver une solution. Il n'y a rien à trouver, Blake. Tu as fait ton choix. Tu les as choisis, eux. Les Richard, les Patricius et les Martha. Tu as choisi le statut, l'association, l'intégration, et c'est ton droit. C'est ta vie, mais ce n'est plus la mienne. Je me suis dirigée vers le voiturier. Il ne m'a pas suivi. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans une suite d'hôtels, non pas parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi, mais parce que j'avais besoin d'espace. Besoin de réfléchir. Mon téléphone affichait 47 appels manqués. 23 de Blake. Le reste de numéros inconnus. Probablement. Des journalistes. Laura m'avait envoyé un courriel. L'histoire était partout. Un donateur anonyme révèle l'empire secret d'un vétérinaire, un scandale qui choque le milieu juridique. La presse économique était fascinée. Comment avais-je pu bâtir une chaîne aussi prospère en toute discrétion? Pourquoi l'avais-je cachée? Je ne répondais à aucun appel. Au lieu de cela, je me rendais à ma première clinique, celle d'East Austin, dans ce centre commercial entre un magasin à $1 et un restaurant mexicain. Le samedi matin, c'était l'effervescence. La salle d'attente était pleine. Madame Chen avec son vieux terrier, la famille Garcia avec leurs 3 enfants et une chatte très gestante. Marcus, le vétérinaire sans-abri dont je soignais gratuitement le chien depuis 2 ans. Teresa, la responsable de ma clinique, leva les yeux à mon entrée. Docteur Rodriguez, nous avons vu les infos. Nous sommes très fiers que les affaires continuent comme d'habitude, Teresa, dis-je avec un sourire. Qui est le premier? Elle me tendit le dossier. Chambre 2. Dax, scotché, possible hernie discale. J'attachai mes cheveux, enfilai ma blouse blanche et entrai dans la chambre 2, où une mère inquiète m'attendait. Sa fille, en pleurs, attendait avec leur chien. Bonjour, dis-je doucement en m'agenouillant près de la petite. Comment s'appelle ton chiot? K.O. renifla-t-elle. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Voyons voir ce qu'on peut faire pour la réconforter. C'était du concret. C'était ça, la réussite. Pas l'argent sur mes comptes, ni les applaudissements au gala, ni les articles de presse. C'était une petite fille qui avait besoin que son chien aille bien. Une famille qui me faisait confiance. Blake a rappelé cet après-midi-là. J'ai répondu, je suis désolé, a-t-il dit aussitôt. Maya, je suis vraiment désolé. J'ai été un imbécile. J'étais aveugle. Je les ai laissés te rabaisser alors que tu es tout sauf ça. S'il te plaît, on peut parler? Vraiment parler? Je t'écoute, dis-je, tout en examinant une radiographie d'un chat qui avait avalé un élastique. Un chat. Ça m'a fait lever les yeux. Quoi? J'ai démissionné. J'ai dit à Richard ce qu'il pensait de son partenariat. Je lui ai dit ce que je pensais de son travail pro bono, de ses valeurs et des opinions de sa femme. J'ai démissionné. Maya, ce n'est plus moi.
Ce n'est plus moi quand on s'est rencontrés. Je suis restée silencieuse un long moment. Tant mieux, Blake. Je suis contente. Mais tu aurais dû démissionner pour toi, pas pour moi. C'est les deux. J'ai été malheureuse pendant 2 ans, à courir après quelque chose que je ne veux même plus. J'ai oublié pourquoi je suis devenue avocate. Ce n'était pas pour les partenariats et les clubs privés. C'était pour aider les gens. Alors, aide les gens. Il y a plein d'associations d'aide juridique qui ont besoin de bons avocats, des centres d'aide aux victimes de violences conjugales, des permanences d'immigration. Sois toi-même. Est-ce que je peux faire ça avec toi? Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je ne sais pas, Blake. On ne peut pas recommencer à zéro. Il s'est passé trop de choses. Mais peut-être qu'on peut commencer quelque chose de nouveau, de différent. Si tu es prêt cette fois à venir me voir, à me connaître, je le veux. Je veux tout savoir. Tes cliniques, ton travail, tes rêves, tout ce que j'étais trop bête et égocentrique pour te demander avant. Ça va prendre du temps. Je ne rentre pas encore à la maison. J'ai besoin d'espace pour me retrouver, en dehors de mon rôle de femme. J'ai passé 7 ans à me faire toute petite pour m'intégrer à ta vie. Je dois me rappeler comment reprendre ma place. Quoi qu'il en coûte. J'attendrai. Je viendrai. Je ferai mieux. On verra. Je l'ai dit sans méchanceté, mais sans promesse non plus. On a parlé pendant 1 heure. On a vraiment parlé. Je lui ai parlé des cliniques, de mon projet d'en ouvrir 3 autres l'année prochaine, de la clinique vétérinaire mobile que je finançais pour les communautés rurales, de tout ce que j'avais gardé secret si longtemps. Il a écouté. Vraiment écouté. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose à sauver. Mais cette fois, je ne le sauvais pas seul. Cette fois, il a dû mettre la main à la pâte, lui aussi. 6 mois plus tard, je me tenais devant ma nouvelle clinique. Celle-ci se trouvait à West Lake Hills, le quartier huppé où vivaient Martha et Patricia, où j'aurais pu ouvrir il y a 5 ans, mais j'avais choisi de ne pas le faire car je servais des communautés qui en avaient davantage besoin. Cette clinique était différente, haut de gamme, avec des équipements à la pointe de la technologie, des services de spa pour animaux, tout ce que les clients fortunés désiraient, et chaque centime de bénéfice serait consacré à subventionner les soins dans mes 11 autres cliniques, celles d'East Austin, de Del Valle et de Pflugerville. La médecine Robin des Bois, comme l'appelait ma directrice financière. Blake était là pour l'inauguration. Nous consultions un conseiller conjugal 2 fois par semaine, à notre rythme. Il avait accepté un poste dans une clinique juridique spécialisée dans les violences conjugales, gagnant 1/3 de son ancien salaire et rentrant heureux pour la première fois depuis des années. Nous étions différents de ce que nous étions à ce gala, différents de ce que nous étions 7 ans auparavant. Peut-être allions-nous évoluer ensemble. Peut-être que nous finirions par nous éloigner, mais au moins, maintenant, nous évoluions en toute honnêteté. Patricia passa avec son terrier, s'arrêta, fixa la clinique, puis moi, et l'enseigne qui indiquait « Hôpital vétérinaire Rodriguez, West Lake Hills ». Maya, dit-elle d'une voix incertaine. Je ne savais pas que vous ouvriez ici. La boucle est bouclée, dis-je simplement. Votre quartier avait besoin d'un bon vétérinaire. Elle se remua, mal à l'aise. Je vous dois des excuses pour ce soir-là. Ce que je dis, c'est, honnêtement, conclus-je. Vous avez dit ce que vous pensiez. C'est bien. Ce n'est pas bien. J'ai été cruelle. Je vous ai jugé sans rien savoir de vous. Je regardais cette femme qui m'avait fait me sentir si petite 6 mois auparavant. Elle semblait encore plus petite maintenant, d'une certaine façon. Ou peut-être que je prenais simplement plus de place. On fait tous des erreurs, dis-je. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Elle hocha lentement la tête. Votre clinique. Accepteriez-vous de nouveaux clients? Prissy a besoin d'un nouveau vétérinaire. L'ancien a pris sa retraite. Je souris. Bien sûr. Appelez lundi pour prendre rendez-vous. Nous prendrons bien soin d'elle. Elle s'éloigna et Blake s'approcha de moi, passant son bras autour de ma taille. C'était gentil de ta part. C'était sincère, corrigeai-je. La gentillesse ne signifie pas se laisser faire. Cela signifie choisir sa réaction. Et je choisis de rester moi-même. Quelqu'un qui aide, qui construit, qui ne se rabaisse pour personne. Je suis fière de toi.
Je suis fière de moi aussi. Nous restâmes là, à contempler le coucher de soleil sur les collines. Je repensais à cette jeune fille de 18 ans qui avait repris l'entreprise familiale en difficulté, à la jeune femme qui l'avait vendue et avait tout recommencé, à l'épouse qui avait caché sa réussite pour ne pas menacer son mari. Je ne me cachais plus. Et le plus étrange, c'est que le succès avait une saveur particulière. Non pas grâce à l'argent, à la reconnaissance ou à la vengeance contre des gens comme Patricia et Richard, mais parce que j'avais enfin compris la leçon la plus importante. Ma valeur ne résidait pas dans le regard des autres, ni dans leur approbation, ni dans leur respect, ni dans leur admiration. C'était dans l'image que j'avais de moi-même, dans mon travail, dans les vies que j'ai influencées, dans l'impact que j'ai eu. J'étais le docteur Maya Rodriguez. Je dirigeais 12 cliniques vétérinaires. J'employais plus d'une centaine de personnes. J'ai donné près d'un demi-million de dollars à des causes qui me tenaient à cœur. J'avais sauvé des milliers d'animaux et aidé des milliers de familles. Et si quelqu'un pensait que ce n'était qu'un simple passe-temps, eh bien, cela en disait long sur lui. Blake me serra la main. Penny, à quoi penses-tu? Je souris, repensant à la jeune fille de 18 ans qui avait refusé de laisser mourir le dernier rêve de son père. Qui avait bâti un empire discrètement, sûrement, sans fanfare ni arrogance, qui avait appris que la force la plus discrète est souvent la plus puissante. Je pense, dis-je, que je suis exactement là où je dois être. Et pour la première fois en 7 ans, j'en étais absolument convaincue.